Ou on passe à la communication suivante, peut-être en attendant. Donc, docteur Guillaume Milgen, qui présente un topo sur les carbapénémases NDM, Réunion et Mayotte. Oui, bonjour à tous, je suis en visio du coup. Vous m'entendez bien? On entend très bien, merci. Ok, je suis désolé, alors j'ai dû me délocaliser, j'ai pas de caméra, désolé pour l'interactivité, mais en tout cas ça ne nous empêchera pas d'échanger et je vais essayer de partager mon topo, vous me dites si vous voyez. D'amener que cette peur, elle peut détruire, elle peut altérer l'estime de soi, elle peut amener à un risque suicidaire. Est-ce que vous voyez le topo? Oui, c'est bon. À chaque fois que c'est de ma faute, on en arrive à ce résultat-là. Ok. Je vais commencer si tout le monde m'entend bien. Donc on va changer un petit peu de sujet. Là, on va passer un petit peu plutôt au bacillagramme négatif. Et donc on m'a demandé de proposer un topo en fait sur les carapénémases NDM qui peuvent poser un problème notamment dans l'océan Indien, car c'est clairement la carapénémase majoritaire dans notre zone géographique qui concerne donc les îles de Mayotte et de la Réunion. Donc je vais faire quelques petits rappels quand même pour rappeler ce que c'est une carbapénémase parce que je sais que tout le monde n'est pas, et comme je le vois des microbiologistes dans la salle, mais vous connaissez un petit peu quand même, et après je reviendrai sur la surveillance des germes prioritaires par l'OMS, et après revenir vraiment sur la diffusion de ces carbapénémases NDM qui peuvent être hébergées par des bactéries différentes dans l'océan Indien, et les enjeux pour la zone pour un peu prévenir ce phénomène. Avec une présentation parfois lisse. Donc déjà, qu'est-ce que c'est une carapénémase? Bon, vous le savez pour la plupart, c'est une enzyme, plus précisément une bêta-lactamase qui est synthétisée par la bactérie et qui est capable de dégrader, entre guillemets, les meilleurs antibiotiques, c'est-à-dire ceux qui ont le plus large spectre chez les bêta-lactamines que sont les carbapénèmes. Et je vous ai mis une petite photo d'une bactérie pour vous faire comprendre que, alors c'est une photo simplifiée, mais qu'une bactérie finalement c'est pas très compliqué. C'est un micro-organisme qui a qu'un seul chromosome que vous voyez ici au milieu. Alors je vais peut-être me mettre en option de pointeur, je vais peut-être me mettre en pointeur laser. Voilà, vous voyez le chromosome ici au milieu. Et je vais en parler des éléments qui sont très importants, qui sont des petits bouts d'ADN circulaires, qui sont les plasmides, et qui peuvent porter des gènes de résistance, dont les gènes codants pour ces carapénémases, et que les bactéries, je vous le montre ici, adorent s'échanger. Alors, on croyait avant par des piliers de conjugaison, mais pas que. Et les bactéries sont capables vraiment de se partager ces éléments génétiques mobiles, et c'est bien ça le problème. Et donc, quelles sont les conséquences? C'est-à-dire que si on traite un patient qui est atteint d'une infection sévère avec une bactérie qui synthétise une carapénémase, j'ai pris l'exemple d'une EPC, vous savez ce que c'est, une entérobactérie productrice de carapénémase, avec un carapénème, on a des fortes chances d'aboutir à un échec clinique ou thérapeutique du fait justement de l'hydrolyse de cet antibiotique par la carbapénémase. Donc, quelles sont les implications cliniques? Alors, si on se place bien sûr dans les cas qu'on a eus à La Réunion, notamment des cas par exemple en réanimation ou des patients fragilisés qui peuvent avoir des infections graves, par exemple en hématologie. Vous savez comment ça fonctionne, hein, vous connaissez tout ça. En général, on a en fait un début d'antibiothérapie où on a fait des prélèvements. Alors je ne passe pas dans les particularités de l'APL, etc. Mais en général, quand tout se passe bien, à 24 heures, le laboratoire de microbiologie essaie de vous donner un germe responsable, par exemple, de la bactériémie, ou bien, par exemple, si on est sur un LBA en réanimation, d'essayer de documenter le germe. Et à 48 heures, vous avez une sensibilité aux antibiotiques avec un antibiogramme. Donc ça, c'est le cas classique. Maintenant, on essaie d'aller un peu plus vite, notamment sur les bactériémies, on essaie de rendre les deux en même temps à 24 heures. Mais si justement, dans cet espace de 20, voilà, c'est vous pour montrer sur cette frise chronologique que justement, il peut se passer entre 24 voire 48 heures entre la détection de la bactérie, où là, on a l'impression quand même que on va être avec une antibiothérapie adaptée aux germes, etc. Et malheureusement, 24 ou 48 heures plus tard, la mauvaise surprise, c'était une EPC, c'était une productrice de carapénémase. Et souvent, ces bactéries échappent au traitement probabiliste qui ne peut pas toujours être justement des autres classes thérapeutiques ou bien des antibiotiques de type bêta-lactamine adaptés. Et du coup, on peut être en inefficacité du traitement probabiliste pendant 48 heures et un risque accru de mortalité pour le patient.
Donc ça, c'est des cas qui sont encore très rares dans l'océan Indien, mais malheureusement qui arrivent. Et mais qui dit augmentation de la prévalence de ces bactéries, dit augmentation du risque justement de cette situation clinique. Donc la carbapénémase NDM, vous connaissez peut-être, vous connaissez sans doute ce cycle tous, c'est pour New Delhi métallo-bétalactamase. Donc c'est une carbapénémase qui a été détectée pour la première fois en 2007 chez un patient suédois qui revenait d'Inde. On sait que l'épicentre se situe ici, hein, c'est Pakistan, Inde, Bangladesh, avec une rapide en fait importation en Europe occidentale suite à des voyages de patients et des gens qui avaient voyagé. Aujourd'hui, la diffusion de NDM est mondiale, c'est un problème de santé publique majeur puisque c'est une des carbapénémases les plus diffusées au monde avec OXA48 et KPC. Vous voyez qu'il y a différents épicentres, il y a des foyers secondaires de MDM aujourd'hui que sont notamment les Balkans ou certains pays du Maghreb et il y a de très nombreux variants qui ont été décrits de NDM aujourd'hui qui sont plus de 60 hein, et certains qui posent vraiment problème, notamment par exemple donc NDM1 reste le majoritaire on va dire chez les bacilles gram négatifs non fermentants, mais chez les entérobactéries certains variants émergent comme NDM5, NDM9 dont je vous parle parce que justement ces variants-là peuvent avoir des CMI élevés aux alternatives thérapeutiques habituelles, par exemple Astronam avibactam, Cefidérocol ou des nouvelles alternatives qui arrivent et qui ne sont pas encore sur le marché. Donc vous voyez que toute cette épidémiologie peut avoir un impact sur nos bactéries dans la zone et vraiment avoir des conséquences cliniques en cas d'infection. Heureusement, on n'a pas beaucoup d'infections encore, on est de l'ordre de 15-20% d'infections dans notre population. À La Réunion, en tout cas, j'ai pas ces chiffres pour Mayotte. Donc, ce qu'il faut comprendre, en fait, pour NDM, c'est ce qui est embêtant, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on est sur cette partie-là, ce petit plasmide dans la bactérie, qui est en fait une molécule d'ADN bicaténaire, qui peut héberger de nombreux gènes, en fait. Hein. Bon, je vais pas revenir sur les détails d'un plasmide, mais en gros, IS, en fait, là, c'est à peu près où transposons, c'est des éléments génétiques mobiles qui peuvent encore voyager par eux-mêmes, mais le plasmide donne vraiment une facilité à la bactérie à s'adapter à son environnement et à acquérir pour s'adapter par exemple, je sais pas, par exemple, si vous êtes dans une station d'épuration à La Réunion qui fait chaud et qu'il y a beaucoup d'antibiotiques, acquérir de résiduels dans les eaux usées, vous pouvez avoir l'acquisition de certains gènes, d'adaptation aux métaux lourds, des choses comme ça. Et quand vous êtes dans la flore digestive d'un patient qui reçoit des antibiotiques, et bien justement acquérir des plasmides qui ont ces gènes de résistance pour s'adapter et pouvoir persister en fait dans le microbiote digestif du patient. Et donc il y a énormément de gènes qui peuvent s'échanger comme ça, de virulence, de résistance et aussi métabolique, c'est-à-dire d'adaptation au biotope où se trouve la bactérie. Donc on peut les représenter de plein de façons, on peut faire des belles figures sur les plasmides, vous avez sans doute vu ça si vous lisez des articles de microbiologie, on peut les représenter de manière circulaire, on peut les représenter de manière linéaire, ces plasmides, mais ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que souvent, ils ne vont pas héberger qu'un seul gène à une seule classe thérapeutique d'antibiotiques. Aujourd'hui, je vous parle beaucoup des carbapénémases, donc de la résistance aux bêta-lactamines, mais en fait, vous voyez que toutes les petites flèches rouges que vous voyez ici, par exemple, ce sont des résistances aux antibiotiques, parfois à d'autres classes thérapeutiques. Alors, j'ai pas zoomé, j'aurais pu zoomer, mais vous pouvez avoir des gènes de résistance aux sulfamides, vous pouvez avoir des résistances aux aminosides, vous allez avoir des résistances par exemple à la tétracycline, toutes les choses qui peuvent aboutir finalement à des bactéries qui sont ce qu'on appelle au niveau anglophone XDR, parce qu'ils sont résistantes à la plupart des différentes classes thérapeutiques possibles pour traiter justement des infections qui pourraient être générées par ce type de bactéries. Donc ce qu'il faut bien comprendre chez les NDM, c'est que souvent, elles sont portées par des plasmides qui hébergent de nombreux gènes et donc elles sont encore plus multirésistantes que les autres, on va dire que les autres carbapénémases. Et en plus, bien sûr, NDM, je vous ai pas parlé du spectre d'hydrolyse, mais NDM hydrolyse quasiment toutes les bêta-lactamines habituelles, sauf éventuellement l'astréonam. Et toutes les nouvelles molécules qui ont été designées un peu par les Américains anti-KPC de type imidérélé, le mérovabor, etc. C'est des choses qui ne sont pas forcément adaptées sur NDM, justement, parce que c'est pas adapté pour les métallo-bêta-lactamases, ça n'a pas été designé pour ça.
Donc, quelle est aujourd'hui la surveillance de ces bactéries un peu multi-hautement résistantes? Alors, nous, on a un système de surveillance au niveau français, mais il y a un système de surveillance au niveau de l'OMS. Donc, vous savez, bien sûr, hein, ça c'est ma petite slide habituelle, mais vous connaissez tout ça, que l'antimicrobielle résistance, c'est un problème majeur de santé publique, qu'il y a une mobilisation internationale pour lutter contre ce phénomène, avec notamment la lutte pour le bon usage, on va dire, de... Recording in progress. Oui, pardon. Et du coup, j'ai été coupé, pardon. Du coup, le bon usage des anti-infectieux, mais pas que, la prévention de la transmission, la recherche ONLS, etc. Donc voilà un petit peu tous les objectifs de l'OMS qui datent un petit peu, et le laboratoire de microbiologie qui a un rôle important dans cette bonne usage des antibiotiques en documentant le plus rapidement possible, on va dire, les sensibilités aux antimicrobiens, mais pas que, ça peut être des outils diagnostiques précoces, et bien sûr la surveillance et la recherche d'un point de vue ONLS. Et ça, c'est la liste actualisée en fait de l'OMS qui a actualisé sa liste 2024 des, on va dire, des bactéries prioritaires pour la lutte contre l'antibiorésistance. Comment ils les ont classées par leur capacité de dissémination, leur prévalence, et ils les ont définis comme donc des cibles prioritaires pour trouver de nouveaux antibiotiques. Et vous voyez que dans les critical priority pathogènes, vous avez deux bactéries qui sont on va dire les EPC et les Acinetobacter baumannii qui sont carbapénème résistants, donc sous-entendu qui produisent une carbapénémase, et le Pseudomonas qui a été rétrogradé un petit peu, il était dans les critical, maintenant il n'est plus que dans les high priority pathogènes, et du coup qui est aussi donc carbapénème résistant. Alors tous les Pseudomonas, je vous le montrerai pas tout à l'heure, qui sont carbapénème résistants, ne produisent pas une carbapénémase, loin de là, je vous montrerai les chiffres du CNR, mais ceux qui produisent une carbapénémase sont bien résistants au carbapénème. Voilà, donc vous voyez que ces germes-là, c'est ceux qui nous posent problème aussi dans l'océan Indien parce qu'ils ont diffusé et ils ont créé des épidémies. Donc la suite de la présentation va s'intéresser aux trois principaux pathogènes qui peuvent héberger cette carbapénémase NDM. Tout d'abord les entérobactéries, ensuite les acinetobactères et ensuite les pseudomonas. Donc d'abord les EPC que vous connaissez bien, quels que soient les territoires, que ce soit des territoires métropolitains ou entre guillemets domiens, vous êtes confrontés chacun à vos carbapénémases spécifiques. Hein. Je sais que par exemple les collègues de l'océan Pacifique ont plus d'IMP notamment qui viennent d'Australie. Nous c'est clairement NDM qui prédomine chez nous. Et vous voyez que, hormis en 2020 le creux du Covid qui a même annihilé les EPC dans certaines régions en France, comme j'ai discuté chez mes collègues, nous ça a diminué en 2020, mais vous voyez que c'est remonté de plus belle. On est confronté vraiment à une augmentation exponentielle des EPC à La Réunion ces dernières années en post-Covid, avec NDM qui représente entre 70 et 75% en fait de ces carbapénémases, avec aussi Oxa 180 qui est en fait le variant indien de Oxa 48 et des Ilmiens qui sont un peu spécifiques. Et surtout, si vous regardez un petit peu ce qui est en orange foncé par rapport à orange clair, c'est qu'avant on avait vraiment, via nos évacuations sanitaires, la très très grande, l'extrême majorité en orange clair, c'est-à-dire des carbapénémases qui étaient au CHU, et malheureusement on voit une diffusion ici en fait dans des établissements qui sont hors CHU à La Réunion, et notamment dû à une épidémie qui s'est passée dans un établissement de soins de Klebsiella pneumoniae associant deux carbapénémases, Oxa 180 et NDM1 d'un ST particulier. Le ST en gros ça veut dire sequence type, c'est pour définir des clones bactériens, et notamment des clones bactériens on va dire à succès au niveau de la macroépidémiologie. Mais finalement, ces EPC, alors je ne sais pas, on pourra en discuter après si certains cliniciens ont déjà été confrontés à des infections à EPC, finalement, on conserve quand même des alternatives thérapeutiques dans ces cas-là. L'Astreonam avibactam en France, on va dire que ça marche dans 85% des cas sur ces bactéries qui sont productrices de NDM. Alors je ne parle pas des cas particuliers où il y a l'association de carbapénémase, où là ça devient un petit peu plus compliqué, mais c'est quelque chose qui augmente aussi sur le territoire français, que ce soit métropole ou dom-tom. Et aussi on a le céphidérocol, alors là je ne l'ai pas mis ici, le céphidérocol, à peu près 65% chez NDM, et qui fonctionne bien, et aussi d'autres classes thérapeutiques potentielles comme tout ce qui est cycline, colistine, phosphomycine, mais qui sont parfois plus difficiles à manager, avec plus de toxicité, etc. Alors ça c'est les chiffres qu'on a pour Mayotte, qu'on a transmis par le CEPIAS, donc que je remercie, hein, déjà les OH du CHM et le CEPIAS Océan Indien. Donc vous voyez que l'augmentation à Mayotte semble
on va dire, discontinue, mais moins importante clairement que à La Réunion des EPC ces dernières années. Mais bien sûr, avec la limite d'avoir quelque chose qui est centré sur le CHM, donc on ne sait pas trop dans les autres établissements, même si c'est limité à Mayotte. Et on a aussi une caractéristique qui est clairement que Escherichia coli domine chez ces carbapenemas, des NDM 5 notamment et Oxa 181 qui viennent de Mayotte. Et vous voyez que cette tendance a l'air d'être une augmentation moins prononcée que la situation à laquelle on est confronté à La Réunion. Et donc on a travaillé avec un interne sur justement ces E. coli NDM5 et Oxa 181 qui vraiment avaient augmenté chez nous ces dernières années. Donc on a fait une étude sur 2015-2020 avec un interne de biologie médicale donc de notre service sur justement ces Escherichia coli qu'on avait détectés, et avec la collaboration donc avec le laboratoire du CHM, on a repris en fait tous les Escherichia coli NDM5 et Oxa 181 sur cette période à la fois au CHM et au CHU, et ce qu'on avait aussi des souches de La Réunion. Et clairement on a montré que sur certains clones particuliers, eh bien, on avait des clones qui étaient spécifiques de territoire, comme le ST167 qui venait principalement de Madagascar, et certains clones qui nous posent problème. Les 3 clones à haut risque, c'est les 3 là en fait. Je vais vous expliquer pourquoi après. Déjà parce qu'ils ont un bon fitness, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils diffusent partout au niveau mondial et probablement au départ de la Chine. Et vous voyez que par exemple le ST410 venait précisément plus de Mayotte, et vous avez voilà aussi du ST405, du ST67 dans une moindre mesure. Et en fait on a montré en fait que entre les isolats secondaires qu'on trouvait à La Réunion et les isolats qui étaient plus vieux entre guillemets de Mayotte et détectés au CHM, c'est exactement les mêmes isolats. C'est-à-dire qu'on a une connexion très forte entre les deux territoires de Mayotte et de La Réunion, bien sûr par les voyages, bien sûr par les évacuations sanitaires, et du coup on a vraiment un lien entre les deux territoires qui fait que si on veut prévenir ce phénomène, peut-être qu'il faut essayer d'aller vraiment en amont pour comprendre un petit peu et comment à la fois mieux dépister, mieux détecter, et aussi un peu savoir comment ces patients se colonisent au niveau primaire, parfois dans un établissement qui est hors de La Réunion. Maintenant, je vais passer aux Acinetobacter baumannii qui sont résistants à l'imipenem. Et le point sur lequel je veux on va dire, insister, alors là, c'est une petite blague sur, je sais pas si quelqu'un connaissait Superbug, une vieille série que j'ai trouvée, je connaissais même pas. Mais en fait, les Superbugs chez nous en infectiologie et en bactériologie, ce sont bien sûr des bactéries qui sont quasiment résistantes à tout. Et en fait, ce que je veux vous faire comprendre toujours en parlant de mes petits plasmides ici que vous voyez dans la bactérie, c'est que le problème est souvent, même si c'est des bactéries moins virulentes au départ, c'est quand ce plasmide vient chez des bactéries qui sont déjà naturellement multirésistantes à de nombreux antibiotiques, que sont Acinetobacter ou Pseudomonas aeruginosa, puisqu'il y a déjà, on va dire, un panel de multirésistance et de résistance à de nombreux antibiotiques. Et quand une carbapenémase NDM arrive chez ces Acinetobacter ou ces Pseudomonas, ça devient vraiment catastrophique puisqu'il y a très peu d'alternatives. Et bien sûr, quand on est chez des patients et qu'on a le binôme avec un patient immunodéprimé, un patient fragilisé de réanimation et qu'on peut avoir une infection, quand ça se passe comme ça en général, ça devient très compliqué et très compliqué à traiter. Donc on connaît bien nous, nos Acinetobacter dans l'océan Indien, on a différents clones qui circulent, des fameux abris, c'est comme ça qu'on les appelle, les Acinetobacter baumannii résistants à l'imipenem. Et notamment, on connaît bien un clone qui existe depuis longtemps, depuis les années on va dire 2005-2010 dans l'océan Indien. Bon, j'ai mis comorien, mais c'est l'archipel géographique Comore-Mayotte, on sait que ça vient de ce territoire, qui est Oxa 23 NDM1, résistant au céphiderocolle et Tobra S, et qui peut nous poser problème parce qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives à part la colistine. Et d'autres clones qui sont entre guillemets plus sympathiques, qui viennent des Oxa 23 ou des Oxa 24, qui peuvent être plus sensibles entre guillemets, avec une seule carbapenémase qui est Oxa 23, donc une classe D qui est plus facile entre guillemets, avec plus d'alternatives qui vient de Madagascar. Et un autre clone qui vient de Maurice, qui est typique aussi avec Oxa 23 et ARMEA, qui crée la résistance aux aminosides, qui lui est céphiderocolle S et Tobra R, donc l'inverse un petit peu du clone comorien. Pour nous, c'est facile à reconnaître. Ça, c'était des chiffres qui datent un petit peu maintenant, mais c'est la collaboration qu'on a de manière assez très proche avec Cathy Janot et le CNR de Besançon, qui est le CNR Acinetobacter et Pseudomonas. Vous voyez que entre 2015 et 2020, en fait, 77%
ces abris Oxa23ND1 provenaient de l'océan Indien. Donc, même si maintenant ils ont un peu plus diffusé sur le territoire métropolitain, ces Acinetobacter Oxa23ND1 étaient vraiment originaires au départ de l'océan Indien et se sont importés en métropole. Donc, vous voyez que on parle des dom-toms, mais après, vous verrez que ça diffuse souvent dans un second temps sur le territoire métropolitain. On est juste l'avant-garde de ce qui se passe avec une épidémiologie indienne. Et qu'est-ce qui s'est passé malheureusement? Et bien sur une introduction d'un patient qui venait d'originaire de l'archipel, alors je vais toujours parler géographiquement de l'archipel des Comores et de Mayotte, hein, on ne va pas rentrer dans ces débats-là, mais un patient qui venait de cette zone-là au départ et qui est hospitalisé en maladie infectieuse pour une infection de hanche sur Evasane en échec thérapeutique qui nécessite une chirurgie orthopédique, entre guillemets, d'élimination carrément du cotyle parce qu'il y a une infection qui n'arrive pas à être maîtrisée. On ne sait pas le lien dans le CHU entre ce patient et des patients de réanimation. Et on a un clone, malheureusement, qu'on détecte secondairement, qui passe chez des patients de réanimation avec des transmissions croisées, des transmissions via l'environnement, qui a la malheureuse caractéristique d'être également résistant colistine. C'est pour ça que nos hygiénistes l'ont gentiment appelé abricot, mais c'est pas une gentille bête parce que ça devenait très problématique à traiter avec une résistance à la fois à de nombreuses antibiotiques et aussi à la colistine. Donc on a trouvé un lien épidémiologique dans de nombreux patients et je vais vous montrer la courbe épidémique. En fait, on a eu à la fois des résurgences via l'environnement sur cette épidémie et aussi des transmissions croisées, probablement indirectes ou directes via le personnel soignant, donc dans le service. Et donc là, vous voyez que, bon, globalement, certains vont me dire Acinetobacter, c'est pas bien grave, ça crée peu d'infections. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'était une autre caractéristique de cette épidémie. Sur les 13 cas, il y a eu 8 infections, dont des PAVM qui devenaient secondairement bactériémiantes ou bactériémiques. On a eu 6 décès, donc 4 directement attribuables à l'abricot. Et on a, après analyse génétique au CNR, donc on a bien montré que c'était exactement les mêmes, hein, le même clone, les mêmes bactéries. Et malheureusement, c'était très embêtant et on avait l'impression que c'était pas un Acinetobacter comme les autres puisque s'il commençait par une colonisation, il évoluait vers l'infection. Et donc à quoi ça ressemble cet Acineto pour les microbiologistes? Il n'y a pas grand chose qui marche, en gros il restait l'atobramycine et la CM était très élevée à la colistine, mais malgré cela on a tenté différentes associations et les derniers patients ont été sauvés entre guillemets grâce à des associations colistine et rifantobramycine avec une probable synergie entre la colistine et la rifan qui on va dire décrite in vitro, pas forcément in vivo, mais voilà, en tout cas probablement une baisse de la thiamine colistine grâce à l'association avec la rifan. Mais vous imaginez bien la toxicité pour le patient en associant ce type d'aminosyde plus colistine, notamment la néphrotoxicité. Et donc secondairement, on a envoyé ces souches à Lyon et on a vu que justement c'était des souches qui avaient une capacité de se multiplier en fait dans les fibroblastes pulmonaires accrues par rapport à des souches hypervirulentes d'origine allemande. Vous voyez ça, alors, je ne sais pas si ça veut, ici, voilà, ici, et ici on le voit bien assis avec des belles photos, et probablement qu'il y avait une association de malfaiteurs, comme on dit chez nous en bactériaux, c'est-à-dire que vous avez probablement une souche qui était à la fois résistante et virulente. Je vais ensuite continuer avec les Pseudomonas aeruginosa qui sont, on va dire, multi-résistants et qui nous posent, c'est les derniers venus qui nous ont posé le plus de problèmes ces derniers temps. Alors, comme je vous l'ai dit, qui dit carbapénème résistance ne dit pas production d'une carbapénémase. Chez Pseudomonas, c'est plus compliqué. Mais globalement, en France, il faut savoir que c'est VIM ou VIM2 qui est la carbapénémase majoritaire, mais que NDM ces dernières années, par exemple ces 5 dernières années, bon là c'était pour 2002, mais on va dire entre 2017 et 2022, a été multiplié quasiment par 10. Et aujourd'hui, NDM est la deuxième carbapénémase chez Pseudomonas aeruginosa en France. Et vous voyez que les deux petits territoires qui sont plus concernés avant que ça SM en France métropolitaine, c'était toujours La Réunion et Mayotte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un peu sur le même modèle que les abricots, on a eu malheureusement une détection pendant le Covid de 4 cas initiales qui n'étaient pas vraiment reliés à La Réunion, et en faisant l'enquête, on s'est rendu compte que en fait on était sur une épidémie qui débutait avec 6 établissements différents touchés à La Réunion et à Mayotte, plus de 55 cas recensés fin 2023. Une vingtaine d'infectés et 5 décès. Pourquoi? Parce que bien sûr, c'est toujours les mêmes services où malheureusement ça fait un petit peu mal. C'est en hématologie notamment
qu'on a eu des décès, et le patient index venait justement de la zone géographique Mayotte-Comores sur une évacuation sanitaire. Et vous voyez que si au départ on avait des cas à Mayotte, nos collègues de Mayotte ne nous ont pas trop parlé de ce PIO ces dernières années en 2023, et l'épidémie secondairement se fait à La Réunion. Donc si vous voulez une courbe épidémique, vous voyez c'est ça, c'est pas anodin, et on a un clone particulier qui s'appelle le ST773 qui nous pose vraiment beaucoup de problèmes et qui a diffusé en fait à la fois sur de multiples on va dire importations dans le service d'hématologie et de neuroréanimation du CHU à Sud à La Réunion. Et c'était très inquiétant. Donc on a aussi collaboré avec Cathy Jeannot au CNR pour faire l'analyse génomique de ces souches. Et on a bien montré qu'on avait notre clone majoritaire, mais que ce clone, il y avait d'autres clones, c'était polyclonal, donc on ne s'attendait pas à ça, avec deux clones qui posent le plus gros problème, c'est ST773 et ST357, et que ce clone ST773 pouvait être responsable d'infections, d'hémoculture, d'infections pulmonaires et qui devenaient bactériémiques secondairement parfois. Et ça, c'est très problématique. Pourquoi? Parce que ces bactéries, vous les voyez, sont des bactéries qui sont très très résistantes. Et si le ST773 était sensible à l'astréonam, malheureusement, suite à des traitements, il a monté ses CMI progressivement à l'astréonam. Et le deuxième ST qui nous pose problème, qui est le ST357, malheureusement, il était résistant à astréonam. Et je rappelle qu'ils sont également résistants donc au céphidérocol, c'est Pseudomonas. Donc il nous reste vraiment plus grand-chose pour les traiter. C'est vraiment la phosphomycine ou la colistine, donc des classes thérapeutiques vraiment de dernier recours, qui peuvent avoir de l'inefficacité, de la toxicité, comme vous le savez. Bravo. Voilà, donc quels sont les enjeux sur la diffusion antibiorésistance? Et vous voyez que la forte connexion, alors je le dis jamais assez, le rôle des flux de population est majeur aujourd'hui. On a une épidémiologie qui est clairement d'origine, on va dire, chinoise et indienne à La Réunion et à Mayotte. Il y a de très nombreux flux de population, que ce soit pour le tourisme familial, que ce soit pour les évacuations sanitaires, entre Mayotte et La Réunion. Et il faut essayer de réussir à prévenir ce phénomène. Donc, pour ceux qui étaient l'année dernière, j'ai pas changé grand-chose à cette slide, même s'il y a des pistes d'amélioration. C'est que il faut réussir à faire une collaboration étroite sur ce domaine de l'infectiologie, de l'antibiorésistance, de la microbiologie, aussi au niveau des hygiénistes entre Mayotte et La Réunion, pour pouvoir vraiment réussir à prévenir ces phénomènes et peut-être identifier mieux les facteurs de risque, ne pas avoir de ratés dans les dépistages des EVASAN, etc. Réfléchir sur les alternatives thérapeutiques, parce qu'il y a des choses qui arrivent aujourd'hui. Bien sûr, il y a des choses qui sont déjà présentes, comme le céphidérocol, comme l'astronam avibactam, les ravacyclines, mais des choses qui arrivent avec des nouveaux inhibiteurs qui ne marchent pas forcément sur ces variants-là, comme le zidebactam, le taniborbactam. C'est des choses où nous, on peut épauler Mayotte. Et bien sûr, partager ces compétences pour mieux prévenir ces phénomènes. Et voilà, après, l'origine de ces clones épidémiques dans cette zone des Comores Mayotte, c'est compliqué. Il y a forcément un versant One Health, je pense, notamment pour les IMI, mais il faudra, ce sera un second temps, essayer de faire de la recherche en amont. Donc voilà, les take-home messages de cette présentation, c'est vraiment que les deux DOM de l'océan Indien sont fortement impactés par le phénomène d'antibiorésistance et que contrairement à ce qu'on croit, dans les cas de Carapanemas MDM, on peut aboutir à des bactéries qui sont vraiment XDR et difficiles à traiter et malheureusement à des décès. Ces dernières années, on a eu des décès à La Réunion en hématologie, en réanimation, dû à ces bactéries, avec des RCP qui ont déterminé que c'était des morts imputables à la bactérie. Il faut avoir conscience qu'on a une épidémiologie très similaire et très liée entre ces deux territoires et réfléchir conjointement à prévenir ces phénomènes dans les équipes. Et on l'espère, une piste d'amélioration, c'est peut-être des assistants partagés où nous, on va avoir, à partir de novembre, et on est très content de ça, avoir un assistant partagé entre les laboratoires du CHM et le laboratoire du CHU de La Réunion. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Désolé, j'étais pile sur 30 minutes à peu près. Merci à vous. On leur a demandé de pouvoir nous donner la dernière des structures. Ils l'ont fait beaucoup. Merci Guillaume. Topo très intéressant, même si ça fait toujours peur de voir que les bactéries ont toujours plus d'avance sur nous. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ça vaut le coup de leur poser la question. Je ne sais pas si vous étiez en lien avec eux. Mais
tout ça pour dire que c'est hyper important. Merci Guillaume pour ton topo très clair. Kim Diallo, donc infectiologue de la Réunion. Effectivement, d'un point de vue clinique, c'est compliqué à traiter un patient avec très peu d'alternatives, et d'autant que c'est des alternatives qui sont toxiques, donc c'est un vrai problème qu'on a en pratique. Ma question, c'est plutôt, est-ce qu'on a une idée là déjà de la diffusion communautaire? Parce que là, on a effectivement toutes les données sur les informations hospitalisées, les patients vraiment hospitalisés, notamment les patients qui sont évassanés. Ça, c'est intéressant, mais est-ce qu'on sait déjà si ça commence à diffuser dans la communauté? En fait, malheureusement, on a parfois des dépistages fortuits dans les laboratoires privés à La Réunion, où je ne vous ai pas parlé des ST, des autres ST que j'avais sur ma slide, je ne sais pas si on peut revenir en arrière, mais sur cette slide-là, vous voyez qu'il y a des autres ST, un 234 et un 235, et certains qui ont été dépistés de manière fortuite, en fait, dans des laboratoires privés à Servalliance notamment, ou Innovi, et du coup, on peut dire qu'on a dépisté déjà de manière fortuite ces PIO en communautaire. Connaître l'étendue du phénomène, c'est impossible. Mais en tout cas, on peut dire que le secteur communautaire n'est pas vierge de circulation de ce type de PIO NDM XDR. Mais on ne sait pas justement le parcours des patients, s'ils sont passés par des cliniques, par des hôpitaux avant, etc. C'est des gens qui sont colonisés probablement en nosocomial au sein d'un établissement de santé, mais ils rentrent chez eux avec, donc il peut y avoir des transmissions secondaires dans le secteur communautaire. Bonjour, c'est Dr Yang. Un peu sur... Oui, bonjour. Oui, surtout pour rebondir un peu sur ce que Kevin disait. Nous, ici à Mayotte, la règle veut que quand il y a un patient qui vient de l'étranger, qui a reçu des antibiotiques à l'étranger, ou qui a été hospitalisé dans un centre hospitalier à l'étranger, qu'il soit isolé dès son arrivée aux urgences. Mais c'est pratiquement impossible aux urgences ici, parce que l'isolement géographique, vous ne l'aurez pas. D'accord? Vous avez parlé au niveau du communautaire, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais au niveau des BLSE, les colis BLSE communautaires à Mayotte, c'est 30% de portage. Donc vous voyez, au point qu'on n'isole même pas les colis BLSE dans un dépistage systématique. Donc ce qui fait que c'est, même dans les services des soins, on est confronté. Par contre, on a une équipe opérationnelle d'hygiène très réactive, donc qui fait un grand travail, un grand boulot entre le service des urgences et nous, l'unité de maladies infectieuses. Mais c'est qu'au niveau isolement géographique, on ne peut pas tout contenir, c'est extrêmement difficile. Et ça a participé parce que la patiente dont il parle, la patiente en question, qui avait sa prothèse qui a été évassanée, elle a eu sa chirurgie en Tanzanie, donc il y a 1 an et demi. Donc vous voyez, donc ces patients, même qu'elles arrivent et qui vous racontent qu'elles ont été opérées de l'étranger et tout ça, arrivent aux urgences, on ne peut pas les isoler. Donc ce qui fait que c'est une chaîne de contamination. Oui, et puis quand je dis c'est le territoire de Mayotte et des Comores qui est l'origine, bien sûr, on ne connaît pas toujours l'origine initiale, c'est-à-dire que vous êtes parfois qu'à un lieu déjà de passage et que avec ces flux de population, parfois des patients, nous, ont pu être opérés en Inde, puis à Maurice, parce que je vous ai pas parlé un petit peu de l'autre côté où on a plus des Klebsiella NDM qui viennent du côté de Maurice, de l'Inde, mais malheureusement, c'est pareil, c'est des parcours où les patients n'est pas forcément opérés à Maurice, il avait pu être opéré ou bien avoir eu une coronarographie en Inde, etc. et revenir se faire soigner à La Réunion. Et malheureusement, c'est très difficile de maîtriser ça, sauf en essayant de bloquer à l'entrée à l'hôpital. Mais ce qu'il faut travailler, je pense, avec les OSH, c'est de parfois, et on a du mal à faire ça, c'est que les pseudomonas et les acénotobactères sont pas forcément classés parmi ces bactéries les plus dangereuses. Et je pense que pour certains cas particuliers, comme ces clones-là, il faut vraiment les mettre en tant que BHR et les surveiller comme les BHR bien définis comme tels et comme les EPC. Au niveau même logiciel de gestion des patients, de ces patients informatisés, c'est qu'il n'y a rien qui permet, quand ce patient revient dans les structures de soins, de voir tout de suite un spot, un truc qui dit que ouais, attention, il est porteur de BHR, et ça avertit l'équipe même aux urgences pour comment prendre des mesures nécessaires. Et ça, on n'arrive pas à faire ça dans DXCare, ceux qui travaillent avec le DXCare. À chaque fois, on le dit, on le redit, une BHR, il faut quand même qu'il y ait quelque chose, dès qu'on ouvre le dossier, on a quelque chose qui avertit. Bien sûr, Carrie vous l'a permis.